Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on repart ensemble sur le dossier 5, la représentation du personnel dans l'entreprise. Alors, en ce qui concerne ce dossier, nous aurons donc différentes parties. Alors, la négociation collective, où là, on reviendra sur certains points déjà abordés dans la séance 1, où je parlais finalement des sources du droit du travail. Nous parlerons aussi de tout ce qui touche au syndicat, syndicalisme dans l'entreprise, la représentation des salariés dans l'entreprise, leur statut, de ces personnes-là, finalement, de ces entités-là représentatives. Et puis, on parlera aussi, on abordera rapidement les conflits collectifs. Alors, la négociation collective, de façon générale, il faut que vous compreniez que la négociation collective, elle est là pour adapter les règles du Code du travail. Les codes du travail, finalement, ces règles sont assez généralistes et ne s'adaptent pas forcément aux spécificités et aux besoins de l'entreprise. Donc c'est ce que va finalement permettre la négociation collective qui va venir finalement préciser certains points ou apporter, on va dire, des éléments en plus pour clarifier le code du travail vis-à-vis de certains métiers. Alors comment ça se passe? La négociation collective, finalement, elle englobe on va dire, deux grandes parties. La partie où finalement vont s'écrire les conventions, où vont évoluer les conventions. Et les conventions, donc ça avait déjà été abordé, donc c'est les conventions finalement, tout ce qui touche aux conventions collectives. Elles vont traiter de façon globale tout ce qui touche au statut des salariés. Donc là, on va parler d'éléments globaux assez généralistes comme les conditions d'emploi, comme la formation professionnelle, les conditions de travail, les garanties sociales au niveau de la sécurité sociale, tout ce qui touche au chômage, indemnisation, etc. À côté de ça, vous avez les accords collectifs qui, eux, vont s'atteler finalement à n'aborder que certains points bien précis. D'accord? On va plutôt avoir les conventions collectives vont être généralistes et puis pour chaque métier, et puis les accords collectifs qui, eux, vont n'aborder que certains points bien précis. Voilà. Donc ce que vous pouvez retenir déjà de façon générale. Alors, si on regarde de votre côté à vous, vous avez une convention collective au niveau de l'informatique. Donc, imaginons, hein, moi je suis allée regarder, faire une recherche, donc j'ai trouvé que c'était finalement la convention collective dont le numéro de brochure était 3018, et puis l'IDCC 1486. Alors vous allez dire d'où je le sors. Donc concrètement, je suis allée sur Internet, hein, pas compliqué. Par exemple, si on va sur Wikipédia, on a une liste finalement des différentes conventions collectives en France. Et imaginons, vous êtes embauché, vous allez regarder finalement, allez étudier votre convention collective, vous allez retrouver euh, le numéro de la convention collective qui vous intéresse. Alors vous avez le site Légifrance concrètement qui est bien pour ça. Et imaginons si on va faire des recherches au niveau de la convention collective qui toucherait le plus finalement au monde de l'informatique, on trouverait, comme je vous l'ai dit, la convention collective avec le numéro de brochure 3018 et 1486 pour l'IDCC. Et finalement, moi, ça me donnait ça comme résultat de recherche. Et puis, si on clique et finalement on rentre à l'intérieur, on aura, on va dire, tout ce qui est on va dire, texte de base, droit, en plus du code du travail. Donc à vous d'aller finalement fouiller, hein, fouiller vos droits que vous en conférez votre convention collective qui a été négociée, encore une fois, au niveau national. Alors, ensuite, donc, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Donc, les accords et conventions vont être conclus à différents niveaux. Ça, je l'avais déjà abordé avec vous. Donc, vous aurez des accords interprofessionnels entre professions et dans la profession, où là, vous aurez finalement, de façon indifférente, plusieurs secteurs d'activité qui vont être présents lors de la négociation, pas forcément du même domaine. Euh, alors, au niveau pour interprofessionnel, et puis par contre pour professionnel, forcément, vous aurez des personnes, finalement, des parties à la négociation d'un même secteur professionnel. Donc, vous aurez les conventions de branche, comme je vous l'avais dit, hein, qui touchent là, par contre, aux branches d'activité. Donc là, les branches d'activité, ben, finalement, c'est les domaines où vous allez avoir des activités qui ont un lien entre elles. On peut imaginer l'informatique, hein, on peut imaginer plusieurs branches d'activité dans l'informatique.
Vous avez tout ce qui est accord collectif inter-entreprise, entre plusieurs entreprises. Les accords de groupe, là je vous avais déjà donné l'exemple de Total, hein, du groupe Total qui forcément finalement a une entreprise dominante et plein d'autres entreprises avec lesquelles il travaille et qu'il contrôle. Vous avez aussi la convention ou accord collectif d'entreprise, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, hein, au sein de l'établissement, voire même l'établissement, c'est-à-dire lieu géographique, hein, où là, il va y avoir aussi des adaptations finalement qui vont être possibles grâce à ces accords. Alors, les parties à les négociations. Donc là, j'ai passé rapidement puisque je vous invite, hein, si vous voulez avoir plus de détails, à retourner sur la séance 1 où là, j'ai quand même abordé la chose de façon un peu plus détaillée. Les parties à la négociation, donc forcément, vous avez au niveau de l'entreprise les protagonistes qui sont les employeurs et les organisations syndicales représentatives. Alors ce terme de représentativité, justement, on va revenir dessus. Et puis au niveau national et de la branche, là aussi, vous avez les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Alors, les syndicats représentatifs, encore une fois, je vais vous expliquer ce qui fait la représentativité, sont les seuls à pouvoir se mettre à la table des négociations. D'accord? N'importe quel syndicat ne peut pas être présent à la table des négociations au niveau national, au niveau des accords de branche, au niveau de l'entreprise, et donc forcément ne peut pas conclure des accords. Alors justement, ces fameux critères de représentativité, donc il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ils sont au nombre de 7. D'accord? Ce qui se passait, alors ce que je peux vous dire, entre parenthèses, c'est que jusque-là, finalement, jusqu'à 2008, hein, le 20 août 2008, finalement, il y a eu une rénovation à ce moment-là de tout ce qui était démocratie sociale, justement, tout ce qui, qui touchait à l'ordre de la négociation collective. Et avant cela, finalement, vous aviez 5 grands syndicats qui étaient pratiquement à chaque fois les seuls syndicats représentatifs pour négocier. Et donc ça limitait quand même, on va dire, la démocratie sociale. Et cette loi, elle est venue quand même ouvrir, on va dire, la possibilité à d'autres syndicats à la négociation. Et pour ce faire, on va le voir, mis en place des critères un peu plus larges. Alors, les 5 syndicats qui étaient représentatifs avant cette loi, c'était donc, vous connaissez certainement, hein, EFO, Force ouvrière, la CFDT, Confédération française démocratique du travail, la CFE-CGE, donc là, c'est la Confédération générale des cadres, et vous avez aussi la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens. Et donc à chaque coup, finalement, on était pratiquement, enfin la garantie était qu'on soit forcément en présence de ces 5 syndicats. Et donc cette loi est venue balayer tout ça en mettant en place des critères un peu plus larges. Alors qu'est-ce que dit la loi du 20 août 2008? Elle dit que un syndicat est représentatif à partir du moment où il respecte donc les valeurs républicaines, c'est-à-dire liberté d'opinion, politique, religieuse, il ne discrimine pas, enfin, il est tolérant, ouvert, etc. Il est indépendant. Concrètement, l'indépendance, elle se mesure au regard de l'indépendance vis-à-vis de l'employeur. La qualité de ses adhérents, ses conditions financières, est-ce il arrive à se financer grâce à ses adhérents et par des... oh, ça peut être aussi par des on va dire, des manifestations, par des projets peut-être qu'ils peuvent mettre en place pour avoir des mannes financières, mais quoi qu'il en soit, ils doivent être dépendants financièrement de l'employeur, des employeurs. Leur transparence financière aussi est un critère. Est-ce que leurs comptes sont clairs, certifiés? Leur ancienneté qui doit être minimale de 2 ans dans le champ professionnel. Leur influence, est-ce que réellement ils mettent en place des actions? Est-ce qu'ils ont une expérience? Est-ce qu'ils sont implantés? Voilà, est-ce que c'est pas un syndicat en quelque sorte qui sort du chapeau, hein? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'adhérents? Est-ce qu'ils ont des cotisations? Et puis leur audience électorale dans l'entreprise. Est-ce que lors des élections dans l'entreprise, lesquelles qu'on va étudier juste après, hein, qu'est-ce qu'on a comme instance représentative dans l'entreprise, est-ce que au moins ils ont obtenu 10% des suffrages exprimés? Et tout ceci finalement fait du syndicat qui regroupe ces 7 critères un syndicat représentatif qui pourra se mettre finalement à la table des négociations. Ce qui a permis d'ouvrir finalement le champ à d'autres syndicats, hormis les 5 que je vous avais cités. Alors,
Pour ce qui est de la conclusion justement des conventions ou accords, hein, conventions collectives, accords d'entreprise, accords de branche, etc., encore une fois, ils sont forcément négociés entre plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés. Je vous ai donné les critères de représentativité. Alors, par les organisations syndicales représentatives d'employeurs ou un, alors d'employeurs, hein, ou un ou plusieurs employeurs, j'avais mis. Donc effectivement, hein, ça peut être un regroupement de plusieurs employeurs. Alors, quid, effectivement, entre parenthèses, des entreprises dépourvues de délégués syndicaux? À ce moment-là, effectivement, la négociation peut se faire avec on va dire, des personnes qui ont été élues dans l'entreprise et qui ont finalement le suffrage de leurs collègues. À ce moment-là, on va pouvoir envisager de se détacher finalement des syndicats. Alors concrètement, hein, qu'est-ce qu'on a comme du côté des salariés? Encore une fois, hein, CGT, CFDT, ils reviennent, hein, ils sont encore représentatifs. Ils ont quand même une force, une grande force au niveau de la négociation, puisqu'ils ont pas mal d'adhérents. Et puis vous avez le MEDEF. Quoi qu'il en soit, là aussi, je peux faire une parenthèse par rapport à la France, hein. Alors la France, effectivement, plus ça va et plus on a tendance à moins se syndiquer. Par comparaison avec des pays comme l'Allemagne, effectivement, voire d'autres pays, on est l'un des pays finalement européens dans lequel les salariés se syndiquent le moins, hein. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Encore une fois, les syndicats, on va le voir rapidement, et on commence à le voir, sont vraiment là pour finalement défendre les droits des salariés et leur poids finalement, comme vous avez vu avec les critères de représentativité, est en fonction du nombre d'adhérents et des suffrages qu'ils ont obtenus lors des élections professionnelles. Alors, ces conventions ou accords collectifs sont conclus pour une durée déterminée ou non, hein, ça dépendra de sa nature. Et s'il n'y a pas de mention de date, finalement, ils sont conclus généralement pour 5 ans. Donc ça veut dire que tous les 5 ans, finalement, on est réinvité, les syndicats employeurs et employés sont réinvités sur la table des négociations. Alors une fois qu'ils sont actés, ils sont passés par écrit, hein, sous peine de nullité, bien sûr. Et certaines mentions vont être obligatoires, comme le champ d'application de cette convention, de cet accord, à quel niveau, à quelle profession elle applique, à quel niveau géographique aussi on l'applique, et comment est-ce qu'on peut éventuellement la renouveler, cette convention ou cet accord, ou encore la réviser, c'est-à-dire la changer, la faire évoluer. Une fois donc que c'est acté, c'est déposé au secrétariat greffe des prud'hommes ou plutôt à la directe. Alors, pas et ou, hein, plutôt au secrétariat greffe des prud'hommes et à la directe, hein, la directe dont je vous avais déjà parlé, une instance représentative au niveau régional qui est représentative des entreprises, qui va être une entité à laquelle on va s'adresser pour tout ce qui est emploi, travail, consommation, concurrence, hein. Donc c'est vraiment une entité forte au niveau régional dont je vous avais là aussi parlé dans les séances précédentes. Alors, ces conventions ou accords vont être appliqués. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que les employeurs sont tenus d'appliquer les conventions ou accords qu'ils ont signés, d'accord? Et ceux signés par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent. Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, si l'employeur ne fait pas partie finalement de l'organisation syndicale qui a négocié l'accord ou la convention, ça veut dire qu'il n'est pas tenu de l'appliquer, tout simplement. Donc les accords de branche, les conventions de branche et accords professionnels ou interprofessionnels, par contre, peuvent être étendus. Ça veut dire qu'il y a des négociations, ça il faut le savoir, des conventions collectives, des accords. Si l'employeur ne fait pas partie de ces organisations, il n'est pas tenu de les respecter, sauf s'ils sont étendus. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'ils sont étendus? Ça veut dire que si le ministre du Travail, d'accord, ou par exemple une autre entité, hein, pas forcément que le ministre du Travail, si le ministre du Travail décide qu'il y a extension de cette convention ou cet accord, alors obligatoirement, toutes les entreprises du domaine hein, professionnel doivent l'appliquer. Donc ça signifie qu'il y a 2 étapes. Une première étape où la convention ou accord collectif vont être négociés par des organisations syndicales
représentatif salarié-employé, mais le fruit finalement de ces négociations ne sera appliqué par l'employeur qu'à condition qu'il faisait partie de l'organisation syndicale des employeurs. S'il ne fait pas partie, elle ne lui est pas appliquée. Par contre, si le ministre du Travail décide que cette convention, cet accord collectif doit être appliqué, à ce moment-là, il va décider de l'étendre. Il va décider une extension et là, ça va la rendre obligatoire dans toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application. D'accord? Donc, même si l'employeur n'est pas signataire, elle lui est imposée. D'accord? Et ça c'est possible qu'à la seule initiative du ministre du Travail, hein, ou encore une fois, une organisation signataire, par exemple une organisation syndicale des employés ou encore des employeurs, fait une demande, par exemple, auprès du ministre du Travail en demandant à ce que cette convention ou cet accord soit étendu. Alors, les thèmes de négociation, concrètement, qu'est-ce qui va être négocié? Alors, depuis les ordonnances Macron, je vous avais parlé des ordonnances Macron, hein, qui ont eu lieu, donc, de mémoire, c'était 2008. Il y a eu un changement aussi sur la périodicité, d'accord? Sur le calendrier, la périodicité et les thèmes pour lesquels les partenaires sociaux peuvent se réunir. Alors, donc déjà, dans un premier temps, vous avez au moins une fois tous les 4 ans pour négocier sur les salaires, sur les mesures qui touchent à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les conditions de travail, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors la GPEC touche finalement, c'est un outil en entreprise qui sert à gérer finalement les employés dans l'entreprise, à faire en sorte qu'on ait toujours les bons salariés au bon moment. Donc, ça veut dire qu'elle va gérer le recrutement, elle va gérer dans le futur les besoins de l'entreprise, va gérer la formation de l'entreprise. Va être aussi négociée tous les 4 ans l'exposition aux facteurs de risque professionnel. Les mesures qui vont effectivement aussi tendre à l'insertion professionnelle, à l'insertion par exemple des travailleurs handicapés, et va être négocié tous les 4 ans tout ce qui est priorité, objectif, moyen au niveau de la formation professionnelle des salariés. Voilà les points que dit l'ordonnance Macron qui doivent être négociés tous les 4 ans. D'accord ? Et puis, tous les 5 ans, par contre, une fois tous les 5 ans, on demande à ce qu'il y ait une négociation pour réviser, par exemple, les classifications, les grilles de classification des salariés, réexaminer tout ce qui est plan d'épargne au niveau des entreprises, au niveau peut-être des conventions collectives. Donc voilà un peu les thèmes, hein, et la périodicité pour ces négociations. Et donc, à défaut finalement d'accord, c'est la loi qui va fixer les thèmes qui vont être traités de façon annuelle, triennale et quinquennale. Voilà. Les conventions et accords collectifs d'entreprise et de groupe. Alors là, on va se focaliser sur l'entreprise, hein, les négociations en entreprise. Et la loi, concrètement, elle impose à l'employeur, sous peine de délit d'entrave, ça c'est important, le délit d'entrave, d'engager des négociations sur certains thèmes dans les entreprises. D'accord ? Alors, bien sûr, les entreprises ayant une ou plusieurs organisations syndicales. Donc, en gros, la loi, elle impose aux employeurs de négocier. Si l'employeur ne convoque pas les organisations syndicales, à ce moment-là, celles-ci peuvent aller devant le TGI, hein, tribunal grande instance ou tribunal judiciaire, pour finalement le contraindre à négocier. Alors, on revient un peu sur la hiérarchie des normes, hein. Je vous avais parlé finalement, encore une fois, de ces ordonnances Macron et de la loi travail. Depuis, alors grosso modo, il y a eu des lois en 2004 et les ordonnances de 2017 qui, je vous en avais déjà parlé, ce fameux principe de faveur. Et je vous avais expliqué qu'avant ces lois, finalement, il y avait un principe de faveur qui disait que toutes les lois de normes inférieures devaient être au moins égales ou plus favorables aux salariés que les normes supérieures. C'est-à-dire que concrètement, les accords d'entreprise devait être au moins égal, voire mieux que ce que disait le Code du travail, que ce que disaient les conventions collectives, que ce que disaient les accords de branche. Mais depuis cette loi travail et les ordonnances Macron, je vais expliquer qu'il y a eu une fin finalement en quelque sorte de ce principe de faveur. Et concrètement, on retient le principe de suprématie de l'accord d'entreprise.
Donc l'accord d'entreprise, grosso modo, prime donc désormais sur l'accord de branche. Ça veut dire que ce qui est décidé dans l'entreprise passe avant ce qui est décidé au niveau des accords de branche et peut, alors c'est là où le bas blesse en quelque sorte, peut prévoir des règles moins favorables que celles de l'accord de branche. Mais bien sûr qu'il y a des exceptions avec certains blocs de thématiques. Alors, quels sont ces blocs justement? Il y a le bloc 1 qui dit quoi? Qui dit que concrètement, l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise. D'accord? Dans 13 domaines différents. Ça aussi, on l'avait déjà vu en séance 1. Lesquels? En gros, l'accord de branche passe avant l'accord d'entreprise pour tout ce qui est salaire minimal, les classifications, période d'essai, durée minimale du travail à temps partiel, tout ce qui est majoration des heures supplémentaires et durée renouvellement des CDD, tout ça, et tout ce qui est contrat de mission avec intérim. Tout ça, en gros, l'accord d'entreprise ne prime pas sur l'accord de branche. Ça reste une des exceptions auxquelles l'accord d'entreprise ne peut pas toucher. D'accord? Alors, bien sûr que l'accord d'entreprise peut changer la donne si il accorde on va dire, des garanties au moins équivalentes, hein, voire meilleures. Ça, c'est clair. Ensuite, bloc 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'accord de branche prime de manière optionnelle sur les accords d'entreprise. Donc, 4 autres domaines. L'accord de branche peut verrouiller, donc là on est dans le conditionnel, les accords d'entreprise qui ont été conclus, d'accord? Même avant. Donc ces accords ne peuvent comporter finalement les accords d'entreprise, hein, là je parlais des accords d'entreprise, ne peuvent comporter de dispositions différentes à l'accord de branche que s'ils assurent aux salariés des garanties au moins équivalentes. D'accord? Donc là on est dans l'optionnel et au moins équivalent. Pour tout ce qui est prévention des risques professionnels, d'accord? Donc là, il y a des exceptions à ce niveau-là. Tout ce qui touche aux emplois handicapés, de personnes handicapées, tout ce qui touche aussi aux conditions d'effectifs pour désigner un délégué syndical, on va y revenir. Tout ce qui touche au nombre de délégués syndicaux, etc., etc., primes de travaux dangereux ou insalubres. Donc ça, c'est des points, finalement, où l'accord de branche prime de manière optionnelle. Quoi qu'il en soit, la limite, elle est dans le fait que l'accord d'entreprise doit être au moins équivalent à l'accord de branche. Et puis tout le reste, finalement, où l'accord d'entreprise prime sur tout le reste. Okay? Donc, à part les exceptions que je vous ai montrées en bloc 1, bloc 2, l'accord d'entreprise prime sur tous les accords qui ont été pris ailleurs. D'accord? Et encore une fois, je vous avais expliqué que l'intérêt, c'était vraiment de faire en sorte que les entreprises puissent s'adapter au cas par cas et adapter finalement leur fonctionnement sans avoir à en référer au plus haut, puisque finalement, on se retrouvait dans des situations un peu aberrantes où les accords de branche ou même les accords de groupe n'étaient pas forcément applicables au niveau de l'entreprise, ce qui provoquait finalement des freins, hein, des freins dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est finalement la loi travail et les ordonnances Macron avec une volonté finalement de lâcher un peu, donner du lest aux entreprises pour qu'elles puissent fonctionner vraiment au cas par cas. Alors, donc là, je m'arrête pour cette partie-là, donc je vais enchaîner sur les syndicats dans l'entreprise.